Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Fred Marcerou, préparateur physique de haut niveau. On est revenu sur son parcours en tant que sportif, mais aussi et surtout en tant que préparateur physique en rugby à 13 et en top 14. Quelles ont été ses inspirations et surtout, quelle est aujourd'hui sa vision de la préparation physique. Bonne écoute. Salut Fred, comment ça va ce matin? Bonjour Rudy, écoute, je vais très très bien, je te remercie. Bon, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. On se connaît depuis longtemps. Et comme Seb, au précédent épisode, a beaucoup parlé de toi, je me suis dit que, tiens, ce serait bien qu'on fasse un petit podcast, sachant que tu es déjà passé dans quelques podcasts, mais que ça n'a pas vraiment répondu à toutes mes questions que j'avais. Et je voulais commencer par revenir sur ton parcours personnel en tant Oui, qu'athlète, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est athlète. Donc ça me dérange un petit peu. Moi, j'étais connu par rapport au Dragon catalan, parce que ma grand-mère habite à côté de Perpignan, et donc forcément, c'était le club du coin, tout ça. ouais. Mais je sais pas comment toi, tu as commencé le sport, et comment tu es arrivé dans le rugby. Alors, si tu peux m'expliquer. Ok, ben écoute, jeune, j'ai pratiqué pas mal de sports. J'ai commencé, je crois, par le foot, un petit peu, qui est un sport que j'apprécie beaucoup, que je regarde. Je suis quand même un grand fan de foot. J'ai pas joué très longtemps parce que je suis parti rapidement à l'athlétisme. Donc toute mon école, enfin tout mon collège, j'ai fait de l'athlé pendant 4 ans. J'étais plutôt un demi-fondeur. Ah Je ouais, putain, faisais, ouais. original, j'aurais pas parié sur ça. Écoute, hier soir, j'en discutais avec un autre ami préparateur physique dans le rugby, où justement on a parlé de ça, et il m'a dit exactement la même chose Bah que ouais, toi. ouais. Donc ouais, je faisais de l'athlé, j'étais plutôt un coureur de 1000 mètres ou de Combien, course sur route. combien t'as fait au 1000 mètres alors quand t'étais gamin? Alors quand j'avais 12 ans, j'étais à 3 minutes 04, et Ah quand j'étais ouais. minime première année, je suis passé en 2,56. Ah Voilà, ouais, c'est mon record. t'étais hyper rapide. Tu vois, pour titre d'exemple, pour ceux qui se rendent pas compte, je faisais aussi de l'athlé quand j'avais 12-13 ans. Je faisais du 1000 mètres aussi. Et tu vois, j'avais été quatrième de la région Île-de-France, je crois, avec 3,24 à 12 ans. Donc, Ok. donc là, ouais, c'est pour dire que tu cavalais, hein. Ouais, j'étais en minime première année, c'est, je pense, ma plus belle année où je me qualifie au championnat de France UNSS, là, moins de 3 minutes. Ouais. C'était, enfin, c'est pas la folie, mais c'est quand même une jolie perf. Ouais. Voilà. Donc, toute mon époque au collège, je fais de l'athlé. Mais tu sais, l'athlé, c'est aussi, quand c'est bien, c'est que tu vas dans les meetings, quand c'est pas des compétitions, tu sais, départementales ou régionales, et dans les meetings, tu peux t'inscrire à toutes les épreuves. Donc, moi, c'est un truc que j'appréciais à l'athlétisme, c'est que quand j'arrivais sur un meeting qui durait toute la journée, bon, le 1000 mètres était mon épreuve principale, mais en général, elle était plutôt en fin de journée. Et donc, pour pas m'ennuyer, le matin, je m'inscrivais sur le sprint, je m'inscrivais sur les sauts, je lançais le javelot. Voilà, c'est ce que j'aimais beaucoup sur les compétitions d'athlétisme. Mais est-ce que tu étais bon au lancer? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment pour pratiquer, pour faire une compète, pour tuer le temps aussi en attendant mon épreuve. Sur sprint, j'étais moyen. J'étais pas dans les plus Est-ce que tu te rapides, mais souviens j'étais pas dans de les tes plus lents. temps? Ouais, j'étais alors en Benjamin, on devait être sur de 50 mètres, je devais être en 7,20, c'est pas fou, et en minime sur 60 mètres, j'étais en 8,40 peut-être, je crois. Ah ouais, t'étais pas du tout sprinter. Alors ouais, Non, je peux te dire, je vais donner des titres non. d'exemple. En poussin, moi donc en poussin à 9 ans, j'ai fait 8,60 au 60.
Donc, Ouais. pour donner un ordre d'exemple, donc en demi-fond, t'étais une bête, mais en sprint, t'étais plutôt chèvre. Ouais, c'est ça. J'étais dans les milieux dans mon département, donc c'est-à-dire inconnu au bataillon en France, quoi. Ok. Euh, voilà. Et puis donc au collège, il y a un prof de PS qui euh, qui qualifie son équipe de rugby à 13, puisque c'est mon sport de prédilection. Hein, il qualifie l'équipe du collège au championnat de France et je me retrouve à faire ce championnat de France alors que j'ai jamais touché un ballon. Parce que les quelques semaines avant le championnat de France, il y a la moitié de l'équipe qui est punie à cause du bulletin scolaire et l'autre moitié qui est malade, je sais pas, qui a la grippe ou un truc comme ça. Donc ils cherchaient des athlètes qui avaient la licence, tu sais, je sais plus si c'était l'UCEP ou l'UNSS, mais sûrement l'UNSS. Et donc il faisait le tour un peu des disciplines et puis il est venu à l'athlé et il m'a proposé de venir jouer au rugby. Donc j'ai accepté. En fait, je me suis retrouvé sur ma première compète de rugby à jouer un championnat de France UNSS de rugby à 13. Donc ce qui était marrant, c'est que sur le premier match, pendant que les autres s'échauffaient, l'entraîneur il m'apprenait les règles. Donc ça c'était un Benjamin. Donc je fais un petit essai avec le rugby sur ce championnat de France et puis bon, ça me plaît, le côté collectif me plaît. Et je commence réellement le rugby quand je suis en troisième, donc à 14 ans. Donc j'ai commencé assez tard, quoi, le rugby. Et sur le rugby, ce que j'aime bien, c'est que c'est un sport où je pense que si tu as une qualité physique dominante, tu peux arriver à très haut niveau. Ou tu peux, en tout cas, on va dire, tu peux t'en sortir. Il y a beaucoup d'exemples d'athlètes en rugby, de joueurs de très haut niveau, qui ont une qualité physique exceptionnelle. Tu sais, ou la vitesse, c'est des mecs qui jouent à l'aile. Ou alors la puissance, ou alors un énorme gabarit, et c'est des mecs qui jouent plutôt devant. Et uniquement avec ça, tu peux arriver à sortir une belle carrière. Donc, moi, j'ai bien aimé le côté collectif du rugby, puis le sport m'a plu. Comme je jouais en rugby à 13, qui est un sport assez confidentiel en France, et à l'époque, il n'y avait pas moyen d'être professionnel, donc bon, moi, j'ai pas été pro. J'ai juste gravi les échelons pour arriver à être un joueur de première division de rugby à 13. Mais voilà, j'ai pas une carrière où j'ai connu le vrai professionnalisme, c'est-à-dire se lever tous les matins pour aller s'entraîner, faire sa muscu, les analyses vidéo, etc., etc. C'est quoi la Donc, différence entre le rugby à 13 et le rugby à 15? bon, déjà, on va dire il y a 2 joueurs de moins par équipe. Ouais. Ça, ça, c'est une première chose. Et puis, disons que la phase de ruck, on va dire la phase de plaquage, au moment où il y a l'arrêt du porteur de balle, elle est beaucoup plus simplifiée à 13. Il n'y a pas ces rucks, tu sais, où tous les mecs s'entassent un petit peu, les attaquants pour protéger le ballon et pas se le faire voler, et les défenseurs pour essayer de le voler à l'adversaire. Il n'y a pas cette phase-là, donc dès que tu es plaqué, tu vas au sol, tu te relèves, tu talonnes le ballon et ça rejoue de suite. Ah, il y a moins de Donc temps il n'y a mort pas alors. cette... Ouais, il y a moins de temps mort, moins de temps mort. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les explications ultra pointues, mais en rugby à 13, tu as aussi la possibilité de faire 6 phases de jeu, alors qu'à 15, tant que tu conserves le ballon, ben, il est pour toi. À 13, si tu te fais plaquer une 6e fois, ben, tu rends le ballon à l'adversaire. Donc c'est un peu comme le foot américain, si tu veux. Ouais, ouais, Sur cette, je vois bien l'idée. Et quand tu joues en première division, c'est quoi le rythme des entraînements? Est-ce que parce que tu dis c'est pas professionnel, donc j'imagine que c'est même pas ouais. semi-pro ou peut-être. Et Ben, comment ça s'entraîne? si, en fait, je sais pas si on peut dire semi-pro, mais honnêtement, moi, j'aime pas tous les noms pompeux, là. Tu sais que c'est la mode un peu en ce moment, là. Donc, je vais dire, c'est pas semi-pro. On gagne de l'argent quand on est en première division, mais notre rythme dans la semaine, moi, je me suis jamais qualifié de joueur semi-professionnel. C'est un peu comme ce que te disait Seb, d'ailleurs, sur son précédent podcast. Nous, on s'entraînait en général les clubs d'élite 1 à 13. Ils s'entraînent 3 fois par semaine.
Donc, moi, je me rappelle, on s'entraînait ou mardi, jeudi, vendredi, ou mardi, mercredi, vendredi, en fonction du club. Et la muscu, c'était fait soi-même, quoi. On était, des fois, on avait un programme, des fois pas, parce que des fois, on avait un préparateur physique et des fois pas. Et on allait dans la salle du coin, la salle locale, et on faisait notre muscu, soit avec un programme, soit avec le coach, le prof de muscu qui nous faisait un programme, mais qui était du style pec biceps le lundi, d'autres biceps le mardi, tu vois, Ah bah le voilà split. d'où vient ton physique, j'ai compris. Ah oui, c'est sûr que au départ, j'avais pas le physique pour être très puissant au rugby. D'ailleurs, j'étais pas un joueur puissant. Donc c'était ouais voilà la muscu qui personne ne contrôlait. Donc moi je t'avoue qu'au début j'étais pas du tout un passionné de muscu, pas du tout fan. J'y allais, je faisais un peu de développé couché, les jambes quand j'avais envie, les tractions non jamais. Et puis tu vois c'était ça quoi. Donc je peux pas te dire que le niveau était semi-pro. Par contre bon les entraînements de rugby, les 3 entraînements étaient costauds. Parce qu'en première division à 13, il y a quand même des joueurs étrangers qui jouent, qui arrivent d'un niveau supérieur. Euh, donc voilà, il y avait un petit peu d'argent, des joueurs étrangers, un niveau assez sympa en première division. Et voilà, j'ai fait quelques années comme ça. Comme t'es pas semi-pro ni professionnel en rugby à 13, tu fais des études à côté. Et qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai fait des études à côté. Alors quand j'ai mon bac, en fait moi je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie avant 25 ans, 25, 26 ans. Donc je suis parti à un fac de droit après mon bac économique et social. Je suis parti en fac de droit pendant 2 ans où j'ai tout fait de travers. J'ai goûté à la vie étudiante comme il fallait, à 100%. Et puis, en fait, le droit me passionnait pas du tout. Donc, je suis parti en BTS comptabilité gestion parce que mon père avait un cabinet d'assurance et donc je me disais que peut-être travailler dans le cabinet d'assurance avec mon père, ça serait ça mon futur. Donc, j'ai eu mon BTS compta gestion. C'est quelque chose qui me plaisait, mais quand j'ai fait mes stages, je me suis rendu compte que je voyais pas ma vie pendant 40 ans dans un bureau. Et vraiment, les stages ont été l'élément déclencheur qui m'ont fait dire, bon, moi, je peux pas avoir une vie de bureau, quoi, c'est pas possible. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, mon père et mes parents étaient contents, mais je leur ai annoncé que je voulais partir en STAPS. Et bon, comme ils m'ont toujours soutenu, et ils m'ont dit, bon, ben, ok, écoute, si c'est ça qui te plaît. Donc, ben, je suis parti en STAPS et j'ai eu une première licence management du sport. Ben, c'est là que j'ai commencé à jouer en première division, je pense, quand ouais, ou peut-être quand j'étais en BTS. Première licence management du sport, deuxième licence entraînement sportif. Je me suis lancé dans le master, préparation physique, qui m'a pas du tout plu, donc j'ai abandonné. Et je suis parti en BPGEPS en plein milieu d'année parce que je trouvais que la formation, elle était beaucoup plus terrain, que je savais que dans la préparation physique, j'allais pas avoir un poste de prépa dans un club pro comme ça, et que je me disais si j'arrive à avoir un club, à faire de la préparation physique dans un club amateur qui me rémunère un petit peu, à côté, il faudrait que j'ai des heures en salle de sport. Parce que tu sais, à l'époque, la licence entraînement sportif, elle te donnait pas encore le droit d'exercer en salle de sport. Donc c'est pour ça que je suis parti en BPGEPS, même si le niveau du diplôme, d'un Et point de vue un peu moindre d'un point de vue légal, ouais, législatif. voilà, ouais, c'est ça. Au niveau administratif, il est moindre, mais je savais que la formation qui allait être dispensée, elle allait plus me correspondre. Et comme le côté athlé, sprint, endurance, c'était un peu moins point fort parce que c'était ma base. Je me suis dit, il faut vraiment que je devienne bon sur le côté musculation. Donc, j'ai fait un BPGEPS où tous les jours, on nous apprenait ben, voilà, les groupes musculaires, les exercices qui les font travailler. On pratiquait, on était en stage dans une salle de sport. Et c'est vraiment un diplôme que j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup, Tu l'as qui fait où m'a ton beaucoup BPGEPS? apporté. À Montpellier, dans un organisme privé.
J'ai malheureusement pas pu aller au Krebs à Montpellier. Je sais que tu connais Bruno Ouais, mais c'est pour ça que Barietti. je me demandais si t'avais fait avec Bruno et puis avec Et Marc, non, si t'avais eu Marc aussi ou non, pas. non, malheureusement non, parce que j'ai démarré un master et ensuite je me suis rendu compte que le master allait pas me plaire et j'ai souhaité partir en BP, sauf que les épreuves d'admission pour le Krebs, elles étaient passées. Je crois qu'elles étaient pendant l'été. Et donc ça, c'est la date limite pour s'inscrire, elle était passée. Donc ils avaient déjà sûrement fait les épreuves, plus déterminé qui allait faire l'année. Et il y avait un organisme privé qui venait de s'ouvrir au centre de formation du MHR de Montpellier Rugby. Et moi, j'ai un prof, un STAPS, qui m'a dit, toi, il faut que tu partes dans une filière. Tu vois, c'est marrant parce que c'est un prof qui m'a dit, va-t'en de STAPS et va faire un BPGEPS. Et il m'a dit, il faut que tu partes dans un BP. Et donc, justement, il y en a un qui vient d'ouvrir. Donc, il m'a mis en contact avec la personne qui s'occupait de ce BPGEPS. Et donc, comme eux, ils démarraient après le CREPS, j'ai pu intégrer cette formation-là. Voilà. Comment tu te retrouves alors préparateur physique en rugby? Parce que là, tu passes ton BP, t'as Mm. tes licences. Est-ce que Ouais. après, tu es dans le rugby, alors est-ce que tu as eu une passerelle? Parce que moi, je t'ai connu, tu étais prépa physique ou entraîneur, je sais pas comment on peut dire, au Dragon Catalan. Donc, Ouais. comment ça s'est fait? Ils t'ont embauché direct? Non, alors, quand j'ai eu ma licence entraînement sportif, j'ai vraiment, donc je jouais en première division, là, à Lézignan, qui est un club de haut de tableau. D'ailleurs, on était champion de France cette année-là. On a gagné la première division. Et moi, je voulais vraiment démarrer mon job de préparateur physique, quoi. J'avais 24 ou 25 ans, là, et ça y est, j'avais trouvé enfin ce que je voulais faire. Et j'ai demandé au club, vu qu'on n'avait pas de préparateur physique, on avait un entraîneur australien, tu sais, qui nous faisait à la fois le technico-tactique, mais le physique. Et j'ai demandé si je pouvais faire la prépa, peut-être m'occuper des blessés en même temps que j'étais joueur. Et ils ont refusé, donc ils ont dit non, on préfère te garder uniquement comme joueur, on n'a pas besoin de prépa. Surtout que je demandais pas grand-chose financièrement. Donc il y avait le club de Montpellier, rugby à 13 toujours, qui jouait en deuxième division à 13 et qui me contactait depuis quelques années parce que j'étais étudiant là-bas. Et comme j'étais un joueur de première division, ben, ça faisait quelques années qu'ils souhaitaient me recruter. Et donc là, c'est moi qui suis allé les voir en disant, écoutez, je veux vraiment démarrer ma carrière en préparation physique. Donc moi, je suis OK pour venir jouer en deuxième division, donc, descendre d'une division si vous me donnez le job de préparateur physique. Donc le club a accepté. Et puis ben là, c'est là où j'ai commencé à faire mes premières armes, où j'ai commencé à bosser. Donc j'avais ces quelques heures de préparation physique. J'étais aussi joueur, hein, du coup, à Montpellier 13. Donc j'étais joueur et préparateur physique pendant 4 saisons. Et à côté, je travaillais à mi-temps dans une salle de sport. Et puis Mais ben, là, j'ai là, là, commencé. je te coupe, pardon, Fred. Mais tout à l'heure, tu disais que, tu vois, quand tu étais au Dragon Catalan en tant que joueur, bah, la Mm, muscu, la prépa physique, c'était un peu optionnel, entre guillemets. Là, tu descends en deuxième division pour faire de la préparation physique. mm. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Parce que j'imagine en deuxième division, donc même si c'est ton Ouais, poids, il y a pas de semi-professionnalisme. Donc non. c'est quoi le rythme d'entraînement et qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Est-ce que Mm. ça se résume à 20 minutes avant l'échauffement et sur le terrain et voilà? Non, non, j'avais la chance d'avoir un entraîneur à Montpellier que j'avais eu déjà à Lézignan en première division. Donc c'était un gars qui était même à la Fédé, qui a été sélectionneur de l'équipe de France, donc quelqu'un qui était quand même plutôt avancé, avec quelqu'un qui prenait vraiment conscience de la préparation physique et de son importance. Donc cet entraîneur-là, bon, quand je suis venu le voir pour lui dire, écoute, moi j'aimerais bien venir jouer si tu me donnes le job, il m'a dit, ok, pas de souci, et il m'a laissé carte blanche sur la prépa. Donc en deuxième division, il y avait entraînement uniquement le mercredi et le vendredi. Et moi, j'ai proposé de mettre un entraînement facultatif déjà le mardi soir avec les joueurs qui souhaitaient faire un entraînement supplémentaire. Et donc, on se retrouvait sur la piste d'athlétisme à Montpellier. Et le mardi soir, on faisait une séance basée vitesse, pliométrie avec les joueurs. Donc, on faisait des tribunes en plio et puis de la piste, on sprintait un peu. On avait un groupe d'une dizaine de joueurs qui venaient sur un effectif de 25, donc ce qui était plutôt pas mal. Et derrière, le mercredi, c'était notre jour énergétique où l'entraîneur me laissait faire vraiment la prépa que je souhaitais.
Donc, si j'avais besoin de 30 minutes au début ou à la fin de la séance, ça se faisait. Si j'avais l'idée d'alterner les séquences de rugby et de préparation physique, ça se faisait. Si je voulais faire de la préparation physique intégrée avec des jeux qu'on appelle fitness game ou conditioning games, qui font jouer au rugby tout en travaillant le physique, ben, on le faisait comme ça. Donc c'était assez cool parce que j'avais vraiment carte blanche. Et le vendredi, c'était plutôt l'entraînement où on prépare le match. Donc là, je faisais juste un rappel de vitesse pour les joueurs qui étaient déjà venus le mardi et les autres qui faisaient leur séance de vitesse ce jour-là. Là, c'était plutôt après l'échauffement, une quinzaine de minutes à travailler sur du sprint ou sur du duel. Et puis, c'était voilà, la préparation physique, elle était comme ça. Et le côté musculation, mais je distribuais un programme. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'adeptes de muscu dans l'équipe parce que ben, tout le monde travaillait la journée et puis prenait sa voiture. Il n'y avait pas trop de bouchons à Montpellier à l'époque, mais en tout cas, ils arrivaient au stade puis ils s'entraînaient. Donc, ils n'avaient pas trop le temps, certains, de faire de muscu. Donc, il y avait moins de gars qui faisaient de la muscu. Mais bon, voilà, le job de mon côté était fait. Je distribuais un programme et puis voilà. Donc, il y avait quand même, c'était pas mal quoi, pour de la deuxième division. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, on associe préparation physique uniquement à musculation, tu sais, et notamment à musculation en Mm. salle. Et là, Ouais. dans ce que tu nous expliques, bah, en fait, il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Et non. Il y a tout ce qui est sprint, donc tu as dit plio, donc on pourrait dire de la muscu sans poids, sans rien. Mais Ouais. l'énergétique, comme tu dis, bah voilà, tout ce qui est travail un peu plus aérobie, Mm. etc. Et donc, bah, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que ouais, on aurait tendance à toujours dire c'est la muscu, la muscu, la muscu, alors Et que pas du tout, quoi. ouais, non, pas du tout. En plus, quand tu es à ce niveau-là, tu sais que tu as très peu de moyens. Donc, les seuls moyens que j'avais à Montpellier, c'est des plots. C'était vraiment le seul matériel que j'avais. Donc, des cônes que tu mets, que tu mets au sol pour délimiter les distances, les aires de jeu. C'était vraiment le seul matériel que j'avais. Donc, je me disais, à ce niveau-là, j'avais joué déjà pas mal d'années en première division. Et puis, en rugby à 13, je regardais un petit peu et je me disais, je pense qu'à ce niveau-là, uniquement le fait d'être au-dessus des adversaires au niveau énergétique nous permettait d'avoir un avantage certain sur les autres équipes. Parce que déjà, toutes n'avaient pas un préparateur physique. Et en plus, le rugby à 13, bon, je pense à me parler. J'ai fait du 15 aussi hein, à Narbonne, mais euh, je pense qu'il est beaucoup plus dur physiquement que le rugby à 15. Donc, je me disais, si sur le côté énergétique, on est dominant par rapport à l'adversaire, ben, on va augmenter drastiquement nos chances de gagner les matchs et de bien figurer dans le championnat. Donc, comme j'avais déjà pas trop les moyens de faire de la muscu aux joueurs à Montpellier, ben, je mettais tout l'accent sur la vitesse et l'énergétique. Et à ce niveau-là, et ça a été confirmé quelques années plus tard, et encore quand je travaille avec des clubs amateurs, où je mets vraiment l'accent sur l'énergétique parce que ben, ils n'ont pas de salle de muscu déjà. Et puis, je pense que l'énergétique donne une dominante enfin, assez importante quoi, dans le résultat en rugby à 13. Donc voilà, je faisais ça en priorité. Et la muscu, c'était un peu secondaire. Qu'est-ce qui fait que progressivement tu montes les échelons en tant que préparateur physique pour te retrouver finalement à un moment dans le top 14? Ben, une rencontre, comme souvent, hein, mais une rencontre, c'est celle de Keegan Smith. Moi, j'étais donc depuis 4 ans à Montpellier 13 au niveau amateur et dans ma salle de sport. Et j'adorais vraiment, mais vraiment, j'adorais avoir les deux côtés. C'est-à-dire le côté performance, entre guillemets, en rugby et le côté en salle de sport où j'entraînais le grand public hein, pour de la perte de poids, mal de dos, gain de masse musculaire. Donc, des choses que tu connais bien à toi Rudy. Euh, donc voilà, ce double côté, enfin ce double job que j'avais me plaisait parce que je touchais vraiment à tout type de public. Et je me disais que dans la vie, mon objectif, ça serait d'arriver dans le milieu pro, de faire préparateur physique dans le milieu pro. Donc pour ça, je m'étais inscrit dans un club d'haltérophilie. J'en ai fait pendant 2 ans où je m'entraînais une fois par semaine en haltéro à Clermont-Lérault.
Et donc, je me disais, si j'apprends l'haltéro par des haltérophiles, je vais pouvoir bien l'enseigner derrière en préparation physique à des sportifs qui sont pas des spécialistes de cette discipline, puisque ça sera plus facile. Donc, je fais de l'haltéro. Et puis, j'ai cherché toujours à m'éduquer. Et c'est là que je tombe sur ton site, hein, au milieu des années 2000, là, Super Physique, où il y avait quand même pas mal d'articles, puis tu étais peut-être un des seuls à voir. Bon, il y avait des forums à l'époque, je me rappelle, hein, mais le monde du muscle, les revues, les forums, ton site. Donc, je cherchais toujours à m'éduquer. Et puis, au bout d'un, je me retrouvais un peu bloqué et je me suis dit, ben, je vais essayer de partir en Amérique du Nord, au Canada, pour aller dans un centre de performance, pour voir comment ils s'entraînent là-bas, parce que j'avais besoin de voir aussi dans d'autres pays. Donc, je suis parti en Amérique du Nord pendant un mois. Au Canada, je me suis entraîné dans un centre de performance. Et quand je suis revenu, le club des Dragons catalans avait à ce moment-là un préparateur physique australien qui s'appelait Keegan Smith. Et Keegan, il souhaitait faire la rencontre de tous les préparateurs physiques des clubs de première division à 13. Déjà pour rencontrer des Français, pour voir un peu comment était leur culture au niveau de l'entraînement, et puis parce qu'il venait d'arriver en France, il avait envie de pouvoir échanger avec des Français, de se faire des amis. Et donc nous, Montpellier, on était monté en première division à ce moment-là. Et donc voilà, l'échange se fait avec Keegan, et puis je lui dis que je venais du Canada quelques mois avant, et je lui dis que c'était le centre Adrénaline à Sherbrooke. Et Ah, lui, c'était chez Lisandro Lisandro, Araneda. bien sûr. Ouais. Et donc lui, il adorait regarder les vidéos de Lisandro sur YouTube. Tu sais, il faisait des vidéos avec ces athlètes là Ouais, qui des faisaient trucs hyper de impressionnants. Tu voyais, ils l'haltéro. sautaient Ouais, comme des fous, ils étaient ouais, hyper forts, hyper explosifs. c'est ça. Je me souviens très bien. Ouais, c'est ça. Et donc moi, je suis parti là-bas justement parce que je suis tombé sur les vidéos YouTube de Lisandro et puis j'ai dit, ben voilà, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Je l'ai pas eu à la fac, je l'ai pas eu en BPGEPS. Puis les athlètes nord-américains, sur tout ce qui est explosivité, vitesse, c'est quand même super. Donc, je suis parti là-bas et Keegan, il regardait aussi ces vidéos-là. Donc, en fait, on a fait un lien. Et le truc qui lui a plu, c'est que moi, j'avais pas forcément un très, très gros salaire entre mon club et la salle. Mais j'ai économisé pendant un an et je me suis payé un voyage au Canada pour aller apprendre, m'entraîner aussi parce que j'étais encore joueur, hein. Et en fait, ça y a plu, cet esprit d'aller, voilà, d'économiser de l'argent, de partir, de s'éduquer et puis de revenir avec des nouvelles connaissances. Et puis on a échangé et rapidement, on avait le même état d'esprit sur l'entraînement, enfin en tout cas la même vision. On avait un peu les mêmes sources d'informations. Moi, j'étais très axé polyquin à ce moment-là, lui aussi. Donc voilà, la connexion s'est faite. Et puis au bout de 6 mois, il me dit, écoute, je cherche un assistant. Est-ce que tu veux signer au Dragon catalan? Ah, tu reviens alors. Et voilà, donc ben, je reviens. Non, non, j'étais jamais allé. Ah, tu t'es J'ai jamais là? toujours, Oui, oui, t'étais. Ah j'étais oui, à Lézignan les et Lézignan. Montpellier. Mais voilà, donc je signe au Dragon catalan à l'été 2012. Ouais, et je crois qu'à un moment, si je me souviens bien, donc Keegan à un moment part et c'est toi qui prends en charge la prépa, Hmm. quoi. Alors, Keegan, il me fait signer et puis il part 2 mois après. Non, l'entraîneur qui me fait signer avec Keegan, il s'appelle Trent Robinson. C'est vraiment un excellent entraîneur que je mettrai dans le lot, tu sais, des Phil Jackson, des entraîneurs qui marquent leur période par un état d'esprit différent, par des choses où ils vont chercher des choses ailleurs pour essayer d'améliorer, tu sais, dans leur sport. Très grosse réflexion, tout ça. Donc Trent était l'entraîneur des Dragons catalans, Keegan était le préparateur physique, et 2 mois après ma signature, ils ont l'opportunité de partir en Australie sur l'un des plus gros clubs, les Sydney Roosters. Et donc ils signent là-bas tous les deux. Et donc là, j'ai donc un nouvel entraîneur qui arrive, donc un Français, et qui me dit, bon, toi tu viens d'arriver dans le milieu professionnel, je peux pas te proposer d'être le nouveau préparateur physique en chef, et chose que je comprends très bien, et qui aurait été une erreur de ma part d'accepter ce job si on me l'avait proposé. Donc il fait venir un autre prépa australien qui s'appelle Adam Traipas et qui fait la saison en tant que responsable. Puis moi je suis son assistant et
on a encore un autre Australien qui est assistant aussi avec nous. Et donc, on est le trio. Et à la fin de l'année, Adam Tripas, il a une opportunité de partir au Munster en Irlande, donc en rugby à 15, avec un salaire très certainement doublé ou triplé. Donc, Adam Tripas, il part. Et puis, voilà, au bout d'un an, le coach français me dit, écoute, on est content de ton travail. Est-ce que tu postules pour le poste de préparateur physique en chef? Donc, à ce moment-là, je sais que je suis pas prêt. Mais je me dis, la vie, c'est des opportunités. Et puis, comme je suis quelqu'un qui travaille dur, je sais que je vais pouvoir combler mon manque d'expérience par mon travail. Donc, je pose ma candidature officiellement. Donc, il reçoit d'autres prépas, il discute avec des prépas australiens. Et puis, au bout d'un moment, comme j'avais commencé à mettre en place la pré-saison, en attendant qu'ils prennent un chef ou pas, il était content de ce que j'avais fait, donc il me dit écoute, je suis content du travail que tu as commencé à faire. J'ai sondé quelques joueurs qui étaient contents du travail que tu avais fait en réathlé et en tant qu'assistant, donc écoute, je te propose le job. Et puis voilà, c'est comme ça que je me retrouve à être le responsable et ça pendant 3 saisons. Alors, Voilà. comment c'est la préparation physique à haut niveau, ce coup-ci en rugby à 13? Parce que là, tu es tout en haut en France. Est-ce que c'est Ouais. différent ou est-ce que t'as pas encore carte blanche et tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, quoi? Non, si j'ai eu de la chance. La plupart des coachs avec qui j'ai travaillé ou des responsables de la prépa que j'ai eu, notamment à Bordeaux, m'ont toujours laissé carte blanche. Alors, carte blanche, c'est pas 100% de tout ce que je décidais qui était pris en compte ou accepté, mais la carte blanche, quand même, tu travailles avec de l'aisance et puis il y a surtout de la discussion, quoi. Quand ta carte blanche, c'est voilà, je prépare quelque chose, je le soumets au coach et puis on discute, on voit si ça rentre. Moi, je regarde ce qu'il a prévu du côté rugby. On essaye de bien fonctionner ensemble pour proposer le meilleur type d'entraînement aux joueurs. Et non, ça se passe vraiment bien avec lui. Donc, il me permet de mettre en place la pré-saison que je souhaite, avec autant de créneaux de prépa physique, de muscu, de courses, de sprint, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire aussi sur des séances délocalisées. Et puis non, ça se passe plutôt bien. Donc là, il y a quand même beaucoup de responsabilités. Je sens là le poids de la responsabilité avec un club qui cherche quand même à gagner un titre. Donc, qui était quand même un club du haut du tableau, qui était qualifié chaque année en play-off. Donc là, bon, voilà, je bosse, je me renseigne, j'essaye d'échanger un petit peu. J'ai mon idée aussi déjà assez tôt de ma philosophie que j'ai construite quand même assez tôt. Et puis, ben là, c'est le vrai rythme professionnel, quoi. C'est entraînement bi-quotidien, 4 séances de muscu par semaine, une séance de rugby ou 2 dans la journée, des séances de lutte spécifiques au rugby, des passages de récupération, que ce soit donc à Perpignan, on a la chance de pouvoir aller en balnéo, mais aussi à la mer, faire des séances de récup, des stages à la montagne, voilà, donc le haut niveau avec du budget et avec la possibilité de mettre en place plein de choses, avec la possibilité aussi de prendre un assistant, voilà. Donc, C'est quoi cette le haut histoire niveau. de lutte? Parce que la dernière fois, Seb m'en a parlé succinctement, mais c'est quoi cette histoire de lutte en rugby, là? Il y a des entraînements de lutte pour performer en rugby? Ouais, c'est surtout à 13 que la lutte est vraiment super importante à 13. C'est un sport de combat collectif, lui. Donc c'est un sport où il y a des collisions, où tu dois arrêter un joueur quand tu es en position de défenseur, tu dois l'arrêter avec ton corps, tu dois le stopper avec tes bras, tes jambes, et tu dois le faire tomber au sol pour qu'il perde du temps avant de pouvoir se relever et pouvoir continuer à jouer. Donc à 13, il y a une première lutte qui est importante, c'est la lutte debout, où au moment où tu vas stopper l'adversaire, il y a des techniques qui te permettent de le stopper et de lui empêcher de libérer le ballon, pour l'empêcher de créer une continuité dans le jeu. Donc cette lutte debout, elle comprend le placement, le plaquage, l'action de plaquer et l'action de ceinturer, qui permet d'arrêter, si tu veux, ce qu'on appelle le offload, la libération. Ça, c'est une lutte debout. Et cette lutte debout,
Ensuite, ton but, c'est de mettre le gars au sol. Et au sol, il y a une fin de lutte qui ressemble un peu à ce qui se fait au sol au judo, si tu veux. Où ton but, c'est de garder le gars au sol le plus longtemps possible pour qu'il perde du temps sans te faire pénaliser par l'arbitre. Donc, à 13, ils ont beaucoup pris d'exemples sur les lutteurs, sur les sports comme le judo, le jiu-jitsu brésilien, pour essayer d'intégrer certaines parties de ces disciplines-là dans la lutte spécifique au rugby. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose qui est très, très poussé en rugby à 13 et que j'ai trouvé quand même beaucoup moins poussé à 15, mais parce qu'il n'y en a pas la même utilité. Si tu veux, il n'y a pas autant l'utilité à 15 d'être très fort en lutte qu'en rugby à 13. Mais quand tu es fort en lutte et que tu joues à 15, c'est quand même un avantage aussi. Voilà. Il y a un moment, pareil, sur les réseaux, quand on était peu nombreux, t'es parti un peu en Australie voir comment ça se passait, non? Ouais. Ouais, après les Dragons. Les Dragons, j'ai passé 4 ans. J'ai vraiment, mon expérience, elle est montée en, en flèche. Parce que quand tu rentres dans une saison pro, que c'est tous les jours, que voilà, tu dois gérer avec le médical, avec les coachs, tu dois gérer les résultats, bon, pas bon, tout ça, les blessures, etc. C'est compliqué derrière de continuer à s'éduquer, de continuer à pratiquer, de dézoomer un petit peu, de te reculer, de te dire, ok, bon là, on est sur une bonne lancée, ou là, il faudrait peut-être changer. Et moi, j'avais la tête dans le guidon, parce que je travaillais beaucoup. C'est peut-être une de mes qualités. Et au bout de 4 ans, donc ils m'ont reproposé un contrat de 3 ans supplémentaire, qu'au début, j'ai accepté, mais j'avais pas encore signé le contrat. Et après une quinzaine de jours de réflexion, je me suis dit, si je continue, je pense que je vais pas continuer à progresser. Moi-même, je sais pas si de rester toujours dans le même environnement va me permettre de continuer à évoluer, de devenir meilleur. Donc au final, je suis revenu voir le coach et j'ai dit que finalement, je re-signerais pas. Et mon idée, ça a été à ce moment-là d'aller justement voir dans l'hémisphère sud ce qui se faisait, comme j'avais fait un peu au Canada quand je travaillais dans ma salle de sport et avec les amateurs. Je suis allé dans l'hémisphère sud parce que déjà aussi, quand tu es prépa physique dans le rugby en France, t'entends tous les jours que dans l'hémisphère sud, c'est beaucoup mieux. Donc je me suis dit, bah, écoutez, je vais aller voir ce que c'est beaucoup mieux. Ah, est-ce que c'était beaucoup Donc, mieux? ben non, c'était pas beaucoup mieux. Non, c'était pas beaucoup mieux. La chose qui a vraiment changé, je pense, c'est juste l'état d'esprit des joueurs, je pense, même staff. Hein, je pense que il y a vraiment une différence latin-anglo-saxon. C'est un état d'esprit différent. Et les anglo-saxons, je dis souvent que la grosse différence, c'est qu'ils sont capables de switcher très rapidement entre je m'entraîne pas, j'ai entraînement dans 5 minutes, donc je peux me préparer individuellement, je peux déconner un peu avec mes coéquipiers, avec le staff, il n'y a pas de souci. Dès que l'entraîneur rentre dans la salle ou sur le terrain et qui dit OK, on démarre la séance, là les anglo-saxons de suite ils sont capables boum de switcher en mode travail. Les latins c'est beaucoup plus difficile de faire ça, c'est-à-dire que si tu rentres dans la salle et qu'il y a une méga ambiance parce qu'il y a un joueur qui dit ou qui fait quelques conneries, après tu sais que le premier quart d'heure de ta séance il va être assez compliqué à gérer parce qu'ils vont être toujours dans cette émotion là, dans ce truc de rigolade et tout. Donc les anglo-saxons, j'ai trouvé une grosse différence avec ce switch entre je m'entraîne pas, je me prépare, je rigole, je suis tranquille, et je switch, je m'entraîne dur de suite. Donc à part ça, au niveau des méthodes qu'ils utilisaient, des programmations, de la planification hebdomadaire et tout ça, il n'y a pas de grosse différence. Tout le monde travaille quasiment pareil, avec quelques différences, je dirais, de philosophie, mais qui se remarquent que si tu es vraiment un expert ou que tu es un spécialiste de la discipline ou de l'entraînement, tu vas voir les petites différences, mais en général, il y a rien de fou, quoi. Là-bas, si les différences, c'est avec le budget, voilà, les clubs où il y a beaucoup de budget, mais ça, c'est partout dans le monde.
ceux qui ont beaucoup de budget, ben, ils ont une salle de muscu de 600 mètres carrés avec 6 racks, une piste de sprint, des, des appareils Kaiser, des disques 80, fait des trucs de la haute technologie. Et les clubs qui ont le moins de budget, ben, ils ont des salles de muscu plus petites, il y a moins d'appareils, le matériel est un peu plus vieillot, donc tu peux faire un peu moins de trucs, mais voilà, c'est les seules différences, elles sont là, quoi. Au début, quand tu as commencé à t'entraîner en tant qu'athlète, entre guillemets, tu disais que la muscu, c'était Mm. beaucoup typé culturiste, pec, biceps, dos, Oui, triceps, tout ça. ouais. Euh, comment ça s'organise, comment ça s'organisait pour toi au fur et à mesure de ton évolution, Mm. l'entraînement muscu? Est-ce que c'est resté sur cette typologie culturiste ou ça a évolué, même si je sais que ça a évolué, mais voilà, dis-moi tout. Ouais, non, ouais, ça a évolué grandement, grandement. Moi, je suis pas des dogmes, tu sais, ou des trucs, ou la mode. Surtout, moi, je suis pas la mode, ça Bah, c'est tu suis sûr. la science, je crois. Tu es très porté sur la Ouais, science, ouais. bon, ouais. Je, je- C'est l'ironie, hein. ouais, j'ai compris. Non, la science, elle a un apport non négligeable, mais je préfère l'expérience, le vécu et le terrain. Voilà. Pour moi, la science, c'est ça. Mais sinon, sur la muscu, si tu veux mon avis, moi, c'est que la préparation physique, tu peux te servir de plein de disciplines et tout ça. Et je pense qu'il faut apprendre les disciplines dont tu te sers, il faut les apprendre chez les spécialistes. Donc, comme je te disais à mes débuts, euh, je voulais performer, je voulais être meilleur en musculation parce que ma base à moi, c'était l'athlé. Donc, la muscu, c'était quelque chose qui me plaisait pas forcément au début et sur lequel j'avais beaucoup moins de connaissances. Donc, un jour, je me suis dit, si je veux devenir un bon préparateur physique, il faut que je maîtrise à la fois le côté énergétique sprint et aussi le côté musculation. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, quand je travaillais dans la salle, je venais sur Superphysique, hein, sur le site, je lisais, je m'achetais toutes les revues, Le Monde du Muscle, Body Fitness, Flex Magazine, et je discutais avec des gars qui s'entraînaient dans la salle et qui, eux, s'entraînaient vraiment pour leur physique. Et j'ai appris la musculation par le versant culturiste. Et à l'heure actuelle, plus de 15 ans après, je pense que c'est une bonne approche. Je dis pas que c'est la meilleure, mais je pense que c'est une bonne approche parce que quoi qu'il arrive, quand tu te retrouves dans une salle de musculation, ben, tu vas entraîner le muscle, le tendon, le mouvement, etc. Et que si tu connais bien les exercices, que tu sais à quoi ils servent, quel groupe musculaire ils mettent en jeu, euh, muscles, les muscles primaires, les muscles effecteurs, les muscles secondaires ou stabilisateurs, peu importe, tu vas vraiment comprendre ce que tu fais. Tu le comprends et surtout, moi, ça m'a aidé énormément en réathlétisation. Parce que quand tu as un joueur qui vient de se faire un ischio, un sprint, et que 2 ou 3 jours après, tu l'as en salle de musculation avec un début de travail de renforcement musculaire qui est fait par le kiné, hein, bien sûr, mais toi aussi, tu dois travailler dessus. Et quand le kiné ou le médecin te dit il a une lésion sur le semi-tendineux, bon, mais tu sais où est le semi-tendineux, tu sais à quoi il sert, et tu sais dans quel exercice il va intervenir. Et donc, tu sais quels exercices euh, mettre sur le programme et lesquels proscrire au début. Et ensuite, quand tu vas devoir, quand tu auras le feu vert pour retravailler sur le semi-tendineux, tu sais que tu vas travailler sur les ischios, tu vas mettre le genou dans une certaine position, la pointe de pied dans une certaine position, et tu vas vraiment travailler sur ce groupe musculaire-là. Ça, c'est une approche qui était pour moi importante de commencer à apprendre la muscu par le culturisme. Ensuite, je me suis intéressé à la force athlétique, où là, j'ai pris l'ouvrage de Marc Bouillot, qui s'appelle La force athlétique. J'ai acheté les ouvrages d'Emmanuel Lejar aussi. Et donc là, voilà, je me suis mis sur le côté plus force. Et une fois que j'ai eu ça, c'est là que je me suis inscrit à un club d'haltéro. Je suis allé apprendre l'haltérophilie par les haltérophiles. Et forcément, une fois que j'avais appris par les spécialistes, mais derrière, je pouvais euh, proposer des séances de musculation pour des non-spécialistes. Donc du renforcement musculaire et de l'hypertrophie pour des gars qui n'ont pas besoin de monter sur scène pour une compétition culturiste. C'est beaucoup plus facile que quand tu entraînes un culturiste qui a besoin vraiment de développer
la fibre à tel endroit du deltoïde postérieur pour que ça fasse le bon équilibre, etc., etc. Donc là, quand tu fais de l'hypertrophie avec des rugbymen, c'est beaucoup plus facile. On ne cherche pas ce détail. L'haltérophilie, c'est pareil. Tu t'insères pour une certaine raison et pas pour être champion olympique de l'épaulé jeté, etc., etc. Donc la musculation, elle est passée d'une philosophie très culturiste au départ à une philosophie un peu plus qui a été un moment où on appelait ça fonctionnel. Moi, j'ai une définition de fonctionnel qui est peut-être pas la même qu'à l'époque quand on utilisait ce mot-là. Où on cherchait plus à développer la force et la puissance et la vitesse, l'explosivité sur des patterns de mouvement particuliers qui étaient censés être représentatifs de ce qui se passait en compétition. Puis ensuite, il y a eu un peu la mouvance CrossFit, où là, il y a pas mal de prépas qui sont partis là-dedans en disant, au final, en CrossFit, on fait tout. Il y a l'énergétique, il y a le musculaire, il y a la force, il y a des choses qui font de l'explosivité, donc on va faire du CrossFit. Et en fait, la philosophie de la muscu, elle a vachement évolué depuis mes débuts. Donc là, je parle d'un point de vue général. Et pour moi, dans la salle, à mes débuts, voilà, j'étais plutôt sur des programmations de type culturiste, comme on m'avait entraîné, comme j'avais appris aussi. Et puis ensuite, je me suis fait mon avis en disant, je pense que le rugby est un sport où en fait on a besoin de multiples habiletés motrices. Vraiment, si tu te dis bon, quel mouvement je ne fais pas sur un terrain de rugby, il y en a pas beaucoup parce que tu dois marcher, tu dois faire du footing, tu dois sprinter dans toutes les directions, tu dois être capable de faire des demi-tours, des changements de direction à pleine vitesse. Tu dois sauter pour certains. Beaucoup d'entre eux sautent. Tu dois être capable de plaquer. Tu dois être capable de lutter, de faire des mêlées. Donc, en fait, c'est une discipline où la base de mouvement, elle est ultra riche. Et sur le continuum des sports, je pense que le rugby et les sports co en général, elles sont d'un côté. Et par exemple, le lancer du poids ou du javelot est à l'opposé. C'est-à-dire que là, tu dois devenir un spécialiste d'un geste. Donc, moi, je pense que la musculation, dans la salle, quoi qu'il arrive, on n'arrivera jamais à, euh, à pouvoir entraîner spécifiquement tous les gestes que tu utilises sur un terrain de rugby. Donc, j'ai une vision plutôt de musculation, de PPG. En salle, je fais de la PPG toute l'année. C'est-à-dire que on va se servir des mouvements d'haltérophilie, des mouvements de force athlétique, de certains mouvements et protocoles culturistes. On va se servir aussi de l'athlétisme avec désormais des séances où on inclut du sprint dans la muscu, des sauts, etc. Et moi, je mixe tout ça pour avoir une préparation physique générale en salle qui permette aux joueurs d'aller sur le terrain et d'exprimer toutes les qualités d'explosivité, de vitesse, de puissance, de force que l'on aura travaillé dans la salle et avoir une masse musculaire conséquente qui lui permette de se protéger par rapport au contact. Voilà, c'est mon avis. Est-ce que c'est ça qui je te titille hein, qui prévient les blessures? Parce que tu sais, il y a tout ce débat sur la prévention des blessures, les exercices de réhab, de préhab, tout ça. Ouais. Et comment toi tu vois Ouais. les choses sur ce côté un peu réduction du risque de blessure? Non, moi, si je vais très rapidement à la réponse, c'est que je n'y crois pas. Alors, je n'y crois pas, c'est un bien grand mot. Bien sûr qu'on peut influer sur la diminution du risque de blessure. Je pense qu'on peut pas prévenir des blessures. On peut diminuer le risque, ça c'est sûr. Mais avant tout, ce qui permet de diminuer le risque de blessure, c'est la gestion de la charge d'entraînement. C'est pas tant que ça ce que tu vas faire comme exercice, comme ton niveau de force, ton niveau de puissance, etc. Bien que ça ait toujours un lien, mais je pense pas que tu puisses prévenir les blessures en localisant une zone, renforçant cette zone, agoniste, antagoniste, etc. Tu peux rendre l'athlète un peu moins fragile, on va dire, mais quoi que tu fasses, si tu peux avoir le meilleur protocole, ou en tout cas ce qui te semble être le meilleur protocole de prévention de blessures, etc., etc., si tu ne gères pas correctement
l'entraînement, l'effort que tu demandes à tes athlètes, c'est là que tu vas en fait rentrer dans le risque de blessure accrue. Donc c'est une vision globale qu'il faut avoir, à mon sens. Je crois pas qu'il y ait des exercices miracles qui te permettent de ne pas te blesser à l'épaule ou aux ischio-jambiers. Je pense que ça fait partie d'un tout, d'une globalité, et que un athlète, il a un certain niveau de fatigue à avoir au cours de la saison, et que c'est cette fatigue-là qu'il faut gérer. Cette fatigue, elle doit monter à l'entraînement de manière aiguë, elle doit redescendre derrière, et la fatigue, elle doit jamais rester très très haute de manière chronique, si tu veux. Si je vais vite, et elle doit surtout jamais excéder les capacités du moment. Donc voilà, la blessure, c'est un excès de contrainte par rapport à tes capacités du moment. Donc c'est vraiment la gestion de l'état de forme de l'athlète qui permet de le garder de le garder sur le terrain, quoi, pas blessé. Et pas, vraiment pas, à mes yeux, des protocoles sur les épaules, sur les articulations, sur tout ce qui est soumis à des contacts, ou tout ce qui est soumis à des hauts niveaux de force à haute vitesse, comme les ischio-jambiers par exemple sur le sprint. Tu peux faire les nordiques hamstring que tu veux, les leg curls. Si tu demandes à ton athlète de sprinter tous les jours 200 fois à vitesse max, 100 jours de repos, là je prends un extrême, tu vas le blesser. Et c'est pas parce qu'il sera ultra fort qu'il fera 600 newtons sur le Nordboard, là, la machine qui te permet de tester le niveau de force excentrique des ischios, que tu vas pas le blesser, parce que tout simplement tu auras excédé ses capacités. Tu parlais de l'haltéro, de la force, de méthode culturiste. Et est-ce que ça veut dire que tu organises aussi l'entraînement en rugby, en tout cas, sous forme de cycle? Je prends un exemple. Quelques semaines en haltéro, quelques semaines en force, quelques semaines en méthode culturiste, quelques semaines en explosivité, par exemple. Est-ce que tu vois ça comme ça, ou c'est différent? C'est différent? Non, enfin, alors les cycles, si j'avais le choix et qu'on n'est pas dans un sport où on doit performer 35 fois par an, parce que le rugby c'est ça, hein, sur une saison qui dure 12 mois, il y a 11 mois d'entraînement en comptant la pré-saison, et il y a 9 à 10 mois de compétition. La compétition, c'est tous les samedis, ou tous les week-ends, on va dire. Donc là, en fait, tu dois avoir le fameux pic de forme qui doit être là. Tu dois pas avoir un pic de forme en phase finale, parce que si tu commences mal ta saison, les phases finales, tu les verras pas. Donc tu dois être performant tous les samedis de la première journée du championnat qui se joue fin août en top 14 jusqu'à la dernière qui se joue en général fin mai, pour pouvoir gagner ta place dans les 6 et pouvoir accéder aux phases finales pour disputer le titre. Donc les cycles, si tu veux, si j'avais le choix de travailler dans un sport où il y avait moins de compétition, je pense que dans un sport comme le rugby, où tu as des périodes où tu vas avoir, par exemple, tu vas jouer 7 ou 8 ou 9 ou 10 week-ends d'affilée, tu as des déplacements, tu as des matchs à domicile, tu as le classement qui va influer sur l'état de forme des joueurs. Et je pense que c'est intéressant quand même de réaliser des cycles et de les garder sur une certaine durée. Donc là, je suis pas dans on va dire, quand tu as un sport collectif, t'es pas dans le meilleur des cas où tu peux garder ton cycle aussi longtemps que tu veux, tant que le joueur y progresse. Surtout que tu as aussi 50 joueurs à gérer dans un effectif de top 14. Donc c'est difficile quand même de faire des programmes à des vitesses, enfin de faire changer les programmes à des vitesses différentes aux joueurs, parce que sinon tu te retrouves vite perdu. Donc on faisait des cycles, ça c'est sûr. Sur certaines, on regardait en fait les cycles, la durée des cycles, elle dépend surtout des blocs de match que tu vas avoir. Donc tu sais que des fois tu vas avoir 12 matchs d'affilée. Bon, la facilité c'est de faire ou 4 cycles de 3 semaines, 3 cycles de 4 semaines. Moi en général, j'aime bien changer toutes les 3 semaines pour des sportifs aguerris, des gars qui ont de l'expérience, et plutôt toutes les 6 semaines pour les jeunes athlètes, des jeunes en développement dans l'équipe. Donc oui, je faisais des cycles, bien sûr, même si je pense que c'est pas la meilleure façon de procéder.
Ensuite, pour répondre à ta question, dans le cycle, je pense pas qu'on puisse utiliser une programmation de type linéaire ou une programmation de type de bloc en rugby, parce que si je prends l'exemple bateau, qui est la progression, tu sais, comme on a tous appris en STAPS ou en BP, en disant, bon, mais je commence ma pré-saison, ils arrivent de vacances, donc forcément, je peux pas mettre énormément de volume et d'intensité de suite. Donc, on démarre avec de l'endurance musculaire en muscu. Ensuite, on va partir sur hypertrophie sarcoplasmique, puis hypertrophie myofibrillaire, puis puissance force, puis force max, puis puissance vitesse, puis vitesse, puis explosivité. Ça, c'est le truc, comme dirait mon ancien prof, tarte à la crème, que tout le monde apprend et que tout le monde veut mettre en place. Et en fait, si tu te aperçois que si tu fais tous les cycles, que tu les fais durer un mois, au final, tu es à la fin de la saison. Tu as un cycle d'explosivité. Tu es déjà à la fin de la saison. Donc, en fait, ce qui veut dire que tu n'auras jamais touché le neuromusculaire sur les 4 premiers mois, puisque tu auras fait de l'endurance musculaire, tu auras fait de l'hypertrophie sarco, de l'hypertrophie myofibrillaire, voilà. Et ensuite, tu vas toucher un peu le nerveux. Et puis ensuite, par contre, en fin de saison, tu touches plus du tout le structurel. Tu touches plus du tout l'hypertrophie, les efforts répétés. Donc, je crois pas qu'on peut travailler comme ça en rugby. Donc, moi, ce que j'ai adopté comme type de programmation depuis très longtemps, c'est la verticale intégration. C'est l'idée, c'est Charlie Francis. Je reviens à mes premières amours, l'athlétisme. Charlie Francis est un entraîneur de sprint américain qui a entraîné de multiples médaillés olympiques, qui lui disait qu'il faisait toujours tout travailler, toutes les qualités physiques, en même temps, tout le temps, avec comme un système de curseur, c'est-à-dire que il y avait peut-être sur quelques semaines, il y avait une qualité physique qui était mise en avant, mais par contre les autres, elles étaient toujours travaillées au sein de la semaine avec une importance moindre. Et moi, je me suis dit que dans les sports collectifs, où tu as besoin tous les samedis d'être explosif, puissant, rapide, fort et endurant, je me suis dit, c'est cette vision-là qu'il faut que j'ai. Parce que tu as besoin de ça pendant 9 à 10 mois et tous les samedis. Donc, je me voyais pas travailler, tu sais, saturer une qualité physique et ensuite la laisser tomber, même si on sait qu'il y a des effets résiduels qui durent. Hein, c'est pas parce que tu arrêtes de travailler quelque chose que tu vas perdre les gains de suite. Hein. C'est pas parce que tu as fait les pecs le lundi que le vendredi ils ont dégonflé, tu vois. Quoi? Non, je sais que le fameux rappel pec du vendredi est très important pour beaucoup de monde. Mais bon, il faut rétablir la vérité quand même, quoi. Enfin, non, tout ça pour dire que oui, je travaille plutôt avec une philosophie de type verticale intégration que j'ai adaptée au rugby. Je pense qu'un sport collectif, c'est ça, quoi. Donc, sur le cycle, il y a toujours des efforts répétés. Je me prends pas la tête avec la nomenclature. Hein, c'est efforts répétés, efforts dynamiques, efforts maximaux. Il y a toujours ça. Et après, sur certains cycles, bien, il y a peut-être un de ces 3 efforts qui est un peu plus haut en termes de volume, hein, d'intensité que les autres. Donc là, je parle d'un point de vue général. Après, si je veux vraiment rentrer dans le spécifique, on a des athlètes, des joueurs en rugby qui doivent pas faire les mêmes choses sur le terrain, notamment en rugby à 15. Et donc là, moi, je regarde l'athlète et je me dis, ma vision des choses, c'est qu'est-ce qu'il a besoin maintenant pour devenir meilleur le plus vite possible. Et donc là, je fais vraiment un point sur tous les joueurs et leurs besoins. Et ils sont classés dans des groupes de travail. En pré-saison, je peux avoir jusqu'à 5 groupes différents. Et en saison, j'en ai en général 2 ou 3. Voilà. Donc là encore, il y a une petite spécificité par rapport au fait de travailler avec la verticale intégration, c'est-à-dire que tous les joueurs travaillent pas forcément tous le même programme au cours de la saison. Mais par contre, pour mettre fin aussi à une petite mythologie, 50 joueurs, il n'y a pas 50 programmes différents. La raison, c'est que certains, ils ont les mêmes besoins que d'autres. Et surtout, la raison, c'est que quand tu as 50 joueurs, en général, tu as 2 groupes de 25 dans la journée. Donc, premier groupe à 9h, deuxième groupe à 10h. Et
moi, si j'ai un groupe de 25, même si on est 3 coachs et que j'ai 25 programmes différents, je suis incapable de coacher correctement. C'est pas possible que je connaisse par cœur 25 programmes différents, ou même 50, et que je sois assez disponible et performant dans mon coaching, dans la salle, quand j'ai 25 gars qui font 25 choses différentes. Donc ça, je n'y crois pas. Je pense que personne n'est capable de ça. Donc c'est pour ça que quand j'ai 25 joueurs, déjà, si j'ai 3 groupes de travail, ça te fait à peu près entre 8 ou entre 6 et 10 joueurs par groupe. Ben là, voilà, si les 3 programmes différents, je peux les connaître, je les connais bien, et puis je peux coacher 3 groupes sans trop de problèmes. Mais 25, c'est pas possible. Comment tu te retrouves en top 14? Comment je m'y retrouve? Je rentre d'Australie, de l'hémisphère sud, au bout de 3 mois, et je lance mon entreprise qui s'appelait Sport Conditioning à l'époque. Je me dis, voilà, je vais me mettre à mon compte, je vais coacher des gens en ligne, en présentiel. Je commence à faire mon mentorat aussi de préparation physique. Et au final, quelques mois après, 3 mois après, j'ai Ludovic Lousteau, qui était le responsable de la prépa physique à Bordeaux, Bordeaux-Bègles, qui me contacte et qui me dit j'aimerais bien avoir ton avis sur la programmation qu'on utilise à Bordeaux. Donc moi, je dis ok, pas de souci, j'étais très content qu'un prépa responsable de club de top 14, surtout que j'avais pas du tout de lien avec le top 14, me contacte pour avoir mon avis sur leur programmation. Il me dit voilà comment vous faisiez à 13, voilà, j'aimerais avoir ton avis. Donc je lui donne mon avis, on se rappelle 2 jours après, je lui dis voilà, ben, en gros on travaille un petit peu pareil, après il y a juste quelques différences là et là sur ta semaine d'entraînement. Et puis a priori bon, il aime bien le discours, je pense, ou la discussion, puisque au final il me fait comprendre que c'était un petit test, si tu veux, pour voir déjà qui j'étais, quelles étaient mes idées, et parce qu'il cherchait un spécialiste, préparateur physique spécialiste plutôt sur le côté force, puissance, donc en salle de musculation. Et au final, ça colle bien, et donc il me dit, est-ce que ça te dirait de venir passer un entretien à Bordeaux? Je dis absolument, je viens. Donc je vais passer l'entretien. L'entretien se passe super bien avec Ludo, avec Jacques Brunel, qui était l'entraîneur à l'époque, et Laurent Marty, le président. Et puis, il me rappelle 2 jours après, il me dit, écoute, bon, ben, nous, on t'offre le job, donc si tu es OK, on te propose un contrat de 3 ans à l'Union Bordeaux-Bègles en tant que responsable de la musculation sur le côté prépa physique et aussi avec des tâches annexes, bien sûr, parce qu'on ne fait pas que ça. Et puis, ben voilà, je réfléchis un peu et je me dis que ça peut être une bonne opportunité pour enrichir mon CV, puis pour aller dans un autre sport, qui même si c'est du rugby, c'est quand même un autre sport. Et puis pour connaître le top 14, pour un peu plus de visibilité et voilà, connaître notre environnement, un club avec un budget 2 fois et demi supérieur à celui de Dragon Catalan. Donc voilà, donc je signe à Bordeaux à ce moment-là, en 2017. C'est comme ça que je m'y retrouve. Est-ce qu'avec tout budget en plus, est-ce que justement, ce qui change surtout, c'est les infrastructures, mais globalement, après, derrière, il n'y a pas grand-chose qui change? Ouais, c'est sûr, les infrastructures, ça change grave. C'est sûr. Non, la première année, quand j'arrive à Bordeaux, ils sont sur leur dernière année de phase de transition un peu, où les infrastructures sont pas top. Ils sont sous un chapiteau, tu sais, les bureaux des coachs, la salle médicale, la salle de muscu, la salle de vie des joueurs, la salle vidéo, tout ça, c'est des préfabriqués. Et ils sont en train de construire, si tu veux, le futur centre d'entraînement. Donc c'est comme ça aussi. Enfin, ils essayent un peu de m'appâter avec ça. Alors, je te dis de suite, ils en avaient pas besoin. Hein. Quand on me propose un entretien là-bas, j'y vais de suite. Mais ils m'appâtent un peu en me disant, dans un an, on va avoir un centre d'entraînement super, enfin, vraiment high-tech. Donc voilà, le club est en train d'évoluer. C'est jamais qualifié en phase finale. Notre objectif, c'est vraiment de se qualifier, de devenir un club de haut de tableau. Et donc là, fait une parenthèse, ils ont vraiment réussi sur ça parce que ça fait 4 ans que l'UBB, c'est dans les 3 meilleurs clubs français, hein, avec Toulouse et La Rochelle.
Donc voilà, sur ma deuxième année au club, on rentre dans un centre d'entraînement flambant neuf, un truc qui a coûté des millions d'euros, avec une salle de muscu de 600 mètres carrés, ce que je décrivais tout à l'heure, hein, piste de sprint en tartan de 25 mètres dans la salle, 6 racks à squat, 6 endroits où tu peux faire de l'haltérophilie, un rack haltère qui fait 30 mètres de long quasiment, quelques machines, bon parce qu'il en faut quand même un petit peu, hein, des poulies. Et voilà, donc vraiment beaucoup de matériel. La possibilité de sortir de la salle de muscu et d'être directement d'un côté sur le terrain synthétique, directement de l'autre côté sur le terrain en herbe. Donc super intéressant pour tout ce qui est réathlé, pour tout ce qui est transfert, un parc cardio avec 8 ou 10 watt bike, des vélos concept, là, des assaut bikes, des ski erg, des rameurs. C'est vraiment Disneyland. c'est la grosse différence qu'il y a entre, ouais, c'est Disneyland, c'est ça, c'est le paradis du prépa. Donc la grosse différence entre les Dragons et Bordeaux, c'est ça. Et puis ensuite dans le centre d'entraînement, donc ça c'est le rez-de-chaussée. T'as la salle des kinés avec qui donne sur la salle de muscu. T'as la salle, le bureau des prépas qui donne sur la salle de muscu aussi. Tu as un couloir avec un espace balnéo, avec bain chaud, bain froid, le sauna. Tu as une pièce avec une cryothérapie, corps entier. Donc un petit sas sur lequel les joueurs pouvaient rentrer à 3 maximum et faire leur cryo entier. Des vestiaires immenses. C'est vraiment super qualité avec le réfectoire à l'étage. Donc tous les joueurs pouvaient rester à midi, manger, faire leur collation. Voilà, ça c'est vraiment le luxe. Là, j'ai connu le luxe pendant 5 ans à Bordeaux, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté au bout de 5 ans? Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté? J'avais signé déjà un premier contrat de 3 ans, puis j'ai re-signé un nouveau contrat de 3 ans. Et au bout de ma 5e année, moi j'avais toujours comme objectif de vivre un peu proche de la nature, pas très loin de là d'où je viens, c'est-à-dire le sud de la France, du côté de Narbonne. Narbonne, Montpellier, dans ce coin-là, l'objectif, c'était d'aller vivre dans un petit village, une maison dans la nature avec une jolie vue. Voilà, c'était vraiment un objectif de vie de faire ça. Et l'entreprise que j'avais créée en 2017, qui s'appelait Sport Conditioning, qui est devenue après Coaching Club, c'est une entreprise que j'ai continué à faire fonctionner. Alors quand j'ai signé à Bordeaux, j'ai de suite dit au prépa en chef, voilà, je viens de monter mon entreprise parce que je pensais pas retourner dans un club. J'aimerais pas l'arrêter de suite parce que j'avais des clients qui étaient dans mon mentorat, des personnes que je suivais en programmation. Et j'avais monté ça peut-être 5 mois avant de signer à Bordeaux. Et je me voyais pas dire à ces gens-là, écoutez, je dois arrêter parce que je signe dans un club professionnel. Ça faisait pas pro. Donc je leur ai dit, est-ce que je peux continuer si jamais ça n'empiète pas bien sûr sur mes horaires au club. Donc ils m'ont dit bien sûr. Donc il y a aucun souci pour ça tant que ton job au club il est fait à 100%, quoi. Et cette entreprise, j'ai continué à la faire vivre et c'est vrai que comme je faisais pas mal de choses en ligne, notamment le côté éducation avec le mentorat et une plateforme avec des articles et des vidéos, le côté, enfin le moment où il y a eu le confinement a fait que beaucoup de gens ont souhaité s'éduquer et s'entraîner à domicile et faire des choses en ligne. Et ben moi j'avais déjà tout ça qui était en place, donc ça m'a permis en fait d'avoir des gens qui viennent, qui s'abonnent à ma plateforme, qui me demandent qu'est-ce que c'était le mentorat. Et mon entreprise est vraiment montée en flèche à partir de 2020. Donc après, moi, je m'étais mis à la recherche d'une maison. On a trouvé une maison avec ma compagne. Et le fait d'avoir trouvé cette maison à l'endroit où on avait envie de vivre, plus mon entreprise qui fonctionnait bien, n'ayant pas de grosses prétentions en termes de finances, je n'ai pas pour objectif de devenir millionnaire dans ma vie. Je me suis dit que si je partais du club, l'argent que je gagnais avec mon entreprise me permettrait de vivre correctement,
dans le lieu où je souhaitais vivre depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que je suis allé voir le coach et à qui j'ai expliqué mon projet. J'y ai dit, voilà, je sens que c'est le bon moment pour moi de partir. Je viens de trouver une maison. Mon entreprise à côté, elle fonctionne bien. Je sens que c'est le moment pour moi. Je sais que j'ai encore un an de contrat. Est-ce que tu me libères de ma dernière année? Et le coach, il a bien compris mon projet. Il a beaucoup aimé. Et il m'a dit, moi, j'aime bien les gens qui prennent leur destin en main, qui mettent en place des choses, qui ont des projets, qui les mettent en place. Donc, il n'y a aucun souci si jamais tu veux partir. Il m'a dit, par contre, je souhaiterais que tu me donnes une réponse dans 2 mois parce que je veux te laisser 2 mois pour réfléchir. Ouais, il avait peur que je fasse ça sur un coup de tête, tu sais. Et donc à ce moment-là, ben, j'ai pris 2 mois pour réfléchir, mais assez rapidement, c'était fait dans ma tête. Et puis ensuite, une fois que je lui ai affirmé que je souhaitais partir, je suis allé voir le président, j'ai expliqué la même chose, et le président a eu la même réaction que le coach, en gros. Il a été content que je mette en place un projet, que voilà, je sache où je voulais aller et que je le mette en place. Et donc, il m'a dit, écoute, on n'a aucun souci, on te libère ta dernière année de contrat euh, et on te souhaite bonne chance. D'ailleurs, ils m'ont prêté l'ensemble du centre d'entraînement pour que je puisse faire mon séminaire annuel en juin, cette année-là. Donc, quand je suis parti. Et ça, c'était quand même très sympa de leur part parce qu'ils n'étaient pas obligés de me prêter le centre d'entraînement. Et puis voilà, on est parti sur de bonnes relations. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et voilà, ben là, écoute, je suis chez moi, dans les Corbières, entre Narbonne et Carcassonne. J'habite un petit village. Je continue mes activités avec Coaching Club en ligne et en Alors, présentiel. qu'est-ce que c'est Et Coaching voilà. Club? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu fais dessus? Moi, je sais parce que j'ai été voir évidemment pendant quelques mois ce que tu faisais. Mais ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que tu fais sur Coaching Club? Alors, j'ai 3 branches sur mon entreprise. J'ai une branche entraînement, training, où là, ben, j'entraîne des gens. Alors, au début, j'ai commencé à entraîner des gens en ligne il y a un an et demi, quand je suis revenu là. Et puis, en fait, je crois que je suis pas du tout doué pour ça, personnellement. Je pense que j'ai ou pas les bons process, ou pas la passion. Mais la, si tu veux, je pense que la réponse que j'ai donnée à ce problème, c'est que j'ai construit mon expertise et mon expérience et mes compétences depuis 16 ans. Ça fait 16 ans que je travaille. En fait, j'ai toujours travaillé avec des gens en face de moi. J'ai toujours travaillé, donné le programme et j'ai toujours coaché la personne à qui je donnais le programme. Donc, mon expérience, je pense, et mon expertise, je l'ai construite en coachant des gens, en présentiel et en visuel. Et donc, je pense sur le côté technique, sur le côté capacité à réagir, tu sais, à ce qui se passe devant mes yeux, à, à gérer les charges, à gérer la vitesse de course, etc. C'est vraiment comme ça que je me suis construit, que j'ai construit mon expertise. Et le fait d'envoyer un programme à quelqu'un que j'ai pas en face, ça me dérange et je crois que je suis pas bon pour le suivi, tu sais, sur WhatsApp ou des trucs comme ça. Donc, j'ai pris la décision plutôt que d'être pas bon sur un truc, de dire OK, chaque fois qu'on me contactera pour s'entraîner en ligne, ben je vais faire passer la personne avec un ami à moi, un de mes amis qui est plus compétent que moi sur l'entraînement en ligne, qui aime bien faire ça, plutôt que moi de prendre la personne. Là, je touche à mes limites quoi sur l'entraînement en ligne où je pense que je suis pas bon. Par contre, si les gens veulent s'entraîner en présentiel, ben là, ils peuvent venir s'entraîner chez moi, en pleine nature. Voilà, j'ai pas mal de matériel. J'ai du matériel aussi haut de gamme en termes de technologie pour la préparation physique. Et donc, les gens peuvent venir et sur des journées ou plusieurs journées chez moi s'entraîner sur des réathlétisations, sur des intersaisons. Voilà, j'ai eu quelques athlètes de différents sports, ce qui m'a permis aussi de toucher à autre chose que le rugby depuis un an et demi. Et donc ça, c'est la partie, si tu veux, training. Donc il y a la possibilité de se faire entraîner en ligne avec Coaching Club, mais ça sera pas avec moi.
Voilà. Mais Et ça sinon, sera pas. tu reçois chez toi, on en avait Oui, parlé quand tu étais à Nevers, donc tu reçois chez toi, parfois même ouais, pour plusieurs jours, pour oui. justement mettre en place une sorte de bilan, un programme, parler de ta philosophie Mm. d'entraînement, tout ça, qui est Ouais. aussi sur le côté, bah, je pense que ça viendra un peu mindset aussi en même temps. Oui, ouais, il y a ça, il y a le côté mindset, lifestyle et entraînement, donc la nutrition, le mindset, tout ça. Donc je travaille beaucoup sur ça avec les gens, avec qui je bosse, que ce soit des entraîneurs qui viennent, parce qu'il y a ça aussi, il y a souvent des préparateurs physiques ou des coachs qui viennent s'entraîner chez moi, et on travaille sur la programmation et tout ce qui touche vraiment à l'entraînement et au coaching, mais aussi au côté mindset. Dedans, j'inclus beaucoup de choses dans le mindset, mais c'est un peu fixation d'objectifs. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais euh, si tu sais déjà là où tu veux aller? Est-ce que tu sais comment y aller? Tu vois, donc c'est plutôt ces choses-là que je travaille. Et après sur le côté nutrition, récupération, etc. Voilà. Donc je travaille un peu sur tout ça. Ça c'est la branche entraînement. Et puis derrière il y a la branche consulting où là je travaille avec des clubs. Je travaille avec des clubs de rugby, je travaille avec des clubs de football à distance où le truc c'est de les clubs me contactent et puis on fait des rendez-vous sur Zoom. En général, ils m'envoient par anticipation leurs documents et puis moi je regarde leur programmation, comment ils s'entraînent, tout ce qu'ils mettent en place, leur structure et puis j'essaye de les aider sur leurs problématiques. Donc c'est-à-dire voilà la programmation muscu, la programmation préparation physique et terrain, comment est-ce qu'on peut lier les deux, ou alors sur l'organisation du staff, les missions, des choses comme ça. Et ensuite, il y a le côté éducation, où là, j'en ai déjà parlé un petit peu, j'ai cette plateforme où on produit des articles, des webinaires, des programmes dessus, et le mentorat aussi, le mentorat pour préparateurs physiques qui marche vraiment bien là depuis 7 ans désormais, qui est toujours plein, et avec une longue liste d'attente chaque année. Donc, Quand tu dis on, ça veut dire quoi que t'es pas tout seul à produire du contenu? ouais, sur la plateforme, on est plusieurs rédacteurs. Donc au départ, j'étais seul pendant le confinement là, puis ensuite j'ai demandé à des copains parce que j'ai pas la science infuse surtout et il y a des personnes qui sont meilleures que moi sur certains aspects de l'entraînement. Donc j'ai toujours sélectionné rigoureusement d'écrire. C'est des personnes qui ont souvent quelque chose que moi j'ai pas, que ce soit en termes de connaissances ou de personnalité ou d'expérience, pour pas être tous les mêmes. Et c'est des personnes surtout que je connais et dont je sais comment elles travaillent. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, les premières personnes, c'était Adam Inès, qui est le prépa de l'équipe de France de rugby à 13, qui est australien, qui a un peu le même profil que moi, mais avec son approche anglo-saxonne, donc qui diffère. Mathias Pala, qui est un préparateur physique au Dragon catalan, et c'est marrant parce que Mathias était un joueur quand moi j'étais préparateur physique, et c'est un joueur avec qui j'ai beaucoup accroché parce que toujours très intéressé par l'entraînement, par la nutrition, la récup et le mindset. Donc on était vraiment assez liés par nos passions tous les deux en tant que préparateur physique et joueur. Et ensuite, mais il a souhaité embrasser le métier de préparateur physique. Et désormais, il est prépa dans un club de haut niveau. Et Mathias, bon, comme on se connaît bien, ben, il intervient aussi sur la plateforme. Greg White aussi, Greg qui est mi-prépa physique, mi-personal trainer, mi-coach holistique, c'est plutôt comme ça qu'on devrait le voir, où lui il va s'occuper plutôt de parler des articles sur ta digestion, qu'est-ce que tu manges, pourquoi c'est important de passer du temps au soleil, ton sommeil, comment tu peux l'améliorer, méditation ou plein de trucs un peu plus holistiques ou un peu plus mystiques pour certains, je pense. Quand on lit les articles de Greg, ça peut paraître un peu décalé, mais c'est ce qui me plaît. Et c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il est différent de tous les autres. Et puis après, il y a d'autres rédacteurs qui interviennent depuis peu. Mon ami Romain Hurtaud, qui est vraiment un excellent préparateur physique, je pense, qui est dans les sports d'hiver, lui. Romain Guérin qui est un préparateur physique dans le rugby, et qui a une belle expérience aussi dans le rugby et qui a un profil qui me ressemble un peu plus. Mais comme Romain, il est quand même toujours très pertinent dans ce qu'il fait, puis il s'entraîne super bien, il est assez
attractif quand on regarde ces réseaux sociaux. Il y a toujours des trucs intéressants à tirer de ces petits posts. Donc Romain écrit des articles, fait des webinaires. Il a aussi un mentorat pour athlètes sur la plateforme. Il a pris pas mal d'importance la dernière année. Et il va en prendre de plus en plus. Donc, aussi, je pourrais citer Johan Deschaux. Il y a Raphaël Puech qui intervient désormais sur la nutrition. Et on va avoir bientôt un sprinter québécois, Eladj Ndoye, qui va, lui, maintenant écrire des articles sur le sprint par un véritable sprinter, quelqu'un qui a un record aux alentours de 10,50 quoi, sur 100 mètres, tu vois, c'est pas dégueu. Ça commence à aller vite. Donc voilà, ça c'est la plateforme. Ouais. Super, Fred. Alors, il y a quelques sujets que j'ai pas abordés exprès, parce que c'est des sujets que j'invite les gens qui sont intéressés par tout ce que tu as pu raconter aujourd'hui avec moi à aller creuser. Je sais que tu organises notamment des séminaires actuellement sur qu'on appelle le VBT. Je ne voulais pas qu'on en parle trop en détail parce que c'est un peu long et c'est peut-être un peu complexe pour beaucoup, mais les gens peuvent aller voir. D'ailleurs, je te prends au dépourvu, mais Anto t'as donné mon contact normalement pour que on essaie d'organiser ça à Annecy. Donc on en reparlera quand tu seras décidé, quand tu auras du temps. Donc, c'est plus ça le souci, c'est de trouver les créneaux là en ce moment. Non, donc c'est pas pressé, mais voilà, s'il y en a que ça intéresse, d'aller un peu plus loin avec ce que tu fais, tout ça, ils peuvent aller voir sur Coaching Club. T'es pas mal actif en story aussi sur Instagram, où t'hésites pas à avoir un bon franc-parler. Moi, ça m'amuse pas mal. Donc, allez voir. T'organises aussi, tu disais des séances en présentiel, et cet été, t'avais organisé pas mal de séances de sprint, en fait, pour améliorer sa vitesse, tout ça. Donc, j'avais trouvé ça assez fun aussi, mais voilà, j'ai pas voulu trop en parler parce que sinon, on allait faire 4 heures. Mais voilà, ceux que ça intéresse, Fred fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait plus en détail. Sachant que, est-ce que tu seras aussi à Nevers cette année? Je serai aussi à Nevers, ouais. Donc voilà, donc à Nevers, j'imagine que tu interviendras sur Elite Training Symposium à Nevers. Ouais, c'est ça. Et j'imagine que tu interviendras encore sur la VBT. Ouais, alors l'an dernier, c'était la programmation force et force vitesse en sport co. Et j'avais fait une petite intervention VBT là sur une table ronde. Là, le VBT sera le thème de la conférence que je ferai. Et puis, il y aura un autre gros thème que je souhaitais vraiment développer pour en parler avec David, l'organisateur. C'est la culture de performance. Parce que je pense que c'est ce qui manque. Tu sais, c'est le lien qui va manquer dans tous les systèmes d'entraînement quand on est dans des clubs. C'est-à-dire qu'on est tous capables de faire des programmes pour faire évoluer les athlètes, on est tous capables d'avoir des réunions, de les prendre, d'avoir des discussions avec, mais être capable de les engager dans le projet et de toujours leur procurer l'envie, tu sais, de progresser, de devenir un petit peu meilleur. Voilà, ça fait partie de la culture de performance. Et avec des thèmes qui sont liés à ça, donc sa propre signature et tout ça. Et ça, c'est vraiment un truc que j'avais envie de développer. Et David a été OK pour que je parle de ça aussi. Donc, je suis très content parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Parce qu'on n'oublie pas que entraîner, c'est d'abord avoir de l'entrain et donc entraîner les autres. Être entraînant, c'est ça. En tout cas, mais merci Fred de ton temps. Et encore une fois, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont intéressés, d'aller creuser un peu ta personne, que ce soit sur les réseaux, sur Coaching Club. Vous ne serez pas déçus si vous souhaitez mieux performer. Sur ce, Fred, merci encore de ton temps. C'est moi qui te remercie grandement, Rudy. Et puis, de toute façon, on se voit bientôt. Ouais, on se voit bientôt. On se voit bientôt à Nevers, je pense. Ouais, voilà, pareil, à Nevers. Je fais sur mes spécialités aussi, mais en tout cas, c'était cool. Maintenant, j'en sais plus sur toi. Écoute, c'est gentil, merci. Je suis vraiment content parce que tu es quelqu'un qui, au début, comme je disais, il n'y avait pas beaucoup de choses pour s'éduquer quand on avait envie. Tu es quelqu'un qui faisait ça avant les autres, via ton site et ton blog. Et tu as été vraiment une des personnes qui m'a permis d'avoir plus de connaissances à mes débuts, quand j'étais vraiment friand d'apprendre et de performer, tout ça. Et voilà, donc je te remercie. Et on se souvient de ton article sur les clusters sur Superphysique, justement. Oui, avec Olivier, ouais, c'est ça. Avec Olivier Bollier, je me souviens très bien. Ouais. Et ça marche. On se tient au jus et puis passe une bonne journée. Merci de même. À bientôt, Rudy. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas,
je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.